Merci, ben ça va être faciliter la transition d'une certaine manière, puisque Laure Bérény a déjà posé un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour la suite par rapport à la situation française. Alors, François Héran m'a proposé d'intervenir sur la question d'une réalité méconnue. Voilà. Et on pourrait se dire que si vous êtes familier, par exemple, de la presse, pour ma part, j'ai une veille sur la presse régulière, il ne passe pas quasiment un jour sans qu'il y ait un article qui renvoie à des questions de discrimination raciale dans l'une ou l'autre institution publique en France. Donc on pourrait se dire, réalité méconnue, quel est le problème, ou de quelle méconnaissance parle-t-on? Mon propos, il sera assez générique, parce que je voudrais réfléchir ou amener quelques éléments par rapport à la question de la connaissance de cette problématique-là. De quelle connaissance s'agit-il? De quelle connaissance disposons-nous? Quelle est la connaissance qui est produite sur ces questions-là? Dans quel domaine? Voilà, réflexivité un petit peu critique, si vous voulez, sur ces questions de connaissances actuelles, et aussi de lien entre la connaissance scientifique et son usage politique, ou la connaissance qui circule dans l'espace politique. Voilà, je voudrais travailler un petit peu sur ces dimensions-là. Alors, c'est pour moi lié, si vous voulez, à un élément qui est lié très, très fortement à ma position que rappelait François Héran, peut-être dans le champ académique, qui est que une grande partie de mon travail, je l'ai fait en termes de sociologie publique, en allant travailler avec des collectifs dans les politiques publiques. Je suis familier de ces questions-là, et donc je suis un des acteurs aussi, qui participe en tant que chercheur à l'histoire de ces politiques publiques. J'ai commencé ces travaux sur les discriminations raciales en 1996-97, et je n'ai pas cessé depuis, en fait, de travailler dans ce secteur-là. Voilà. Donc c'est aussi une histoire réflexive à laquelle j'ai participé, vous le comprendrez. Voilà. Aujourd'hui, je travaille principalement sur le domaine de l'école, mais si j'ai un petit peu de temps, je reviendrai sur ces questions-là comme illustration de comment une institution publique comme l'école, comment les questions se jouent en fait dans le champ scolaire. Mais je vais plutôt balayer un petit peu avant ça, de façon générale, les questions de connaissance et leur lien avec les enjeux de reconnaissance de la discrimination, au sens de reconnaissance politique d'un problème. Voilà. Et là où je parlais de la transition avec ce que disait Laure Bérény, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que derrière, ce qui fait fondamentalement problème, c'est aussi du côté de la reconnaissance, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation aux États-Unis comme en France, dans laquelle reconnaître les discriminations raciales, reconnaître l'importance de ces problèmes-là, je veux dire, est relativement commun à ces deux sociétés et à bien d'autres sociétés plus largement. Alors, premier élément, simplement pour rappel, et ça a à voir tout à fait avec la connaissance, c'est-à-dire que quand on regarde les médias, ce qui circule par exemple, je parlais tout à l'heure de la veille documentaire que je peux avoir de ce côté-là, la première réponse des médias, mais qui est aussi celle des pouvoirs publics pour parler de discrimination, c'est de parler de chiffres. Voilà, c'est de mobiliser des chiffres pour dire qu'il y a un problème public à partir du moment où il y a une statistique. Ça a été un des grands arguments du point de vue de la statistique, et notamment de la statistique publique, pour pousser à avoir des enquêtes, que je ne reviendrai pas, on pourra y revenir dans la discussion si vous souhaitez, mais je ne reviendrai pas sur cet élément-là. Simplement, je voudrais pointer, si vous voulez, le fait que nous avons besoin de ces chiffres, nous avons besoin de cette connaissance statistique, et dans le même temps, quel usage nous avons et quelle représentation du problème ça nous donne. Je voudrais finir mon propos en plaidant pour une approche à la fois compréhensive et systémique de la manière dont fonctionnent les discriminations dans les institutions publiques. Donc, ce n'est pas qu'une question d'approche qualitative par rapport à une approche quantitative, c'est aussi, dans une perspective d'enquête quantitative, une manière d'aller rechercher de l'information pour nous aider à comprendre comment fonctionnent ces mécanismes à l'intérieur des institutions publiques. Mon parti pris étant que, pour pouvoir agir dans les politiques publiques sur ces questions-là, nous avons besoin de comprendre comment ça fonctionne, par où ça passe, de quelle manière ça travaille et ça traverse les espaces institutionnels.
Mon propos, donc, vous l'avez compris, ça va être plutôt de souligner des malentendus, des points aveugles qu'il y a autour de la manière dont ces questions est posée et qui biaisent, pour le coup, la question de la connaissance. Dernière précision peut-être sur ma position. Je vais me concentrer, à la différence de Laure Bérény qui était sur la comparaison entre deux univers nationaux, je vais me concentrer sur la France et je vais me concentrer aussi sur la littérature en France. C'est un choix également stratégique de ma part, parce que précisément, on est dans un contexte dans lequel l'argument états-unien est sans cesse mobilisé, utilisé pour dire que la race viendrait des États-Unis, que la question viendrait des États-Unis, et comme c'était cité à la fin, que chez nous, c'est les inégalités sociales. Hein, il n'y a pas d'inégalité raciale. Chez nous, c'est les inégalités sociales, le chez nous national. Voilà. On est dans un contexte, donc, ce qui est très heureux, si vous voulez, dans l'accent qui est mis dans la comparaison franco-britannique ou franco-américaine, par exemple, c'est effectivement de montrer que dans ces deux espaces nationaux, on a les mêmes types de stratégies pour noyer le poisson. Voilà, on a les mêmes types de problèmes politiques que pose la reconnaissance des questions de discrimination raciale. Mais en même temps, cette comparaison, elle continue à alimenter un des problèmes que nous avons en France du point de vue de la reconnaissance de ces questions. C'est d'abord que l'accent qui est mis sur la focale, si vous voulez, états-unienne par exemple, elle laisse dans l'ombre l'histoire de certains travaux en France. J'aurai quelques références tout à l'heure. On a, depuis les années 70, dans le champ scolaire, par exemple, certaines études qui montrent de la discrimination dans l'orientation scolaire. Fin des années 70. Voilà. Mais le tropisme, si vous voulez, américain pour penser la question de la race, ou pour poser la question de la race, nous fait oublier, au fond, cette histoire intellectuelle aussi qu'il y a dans le champ académique français. D'autre part, ça donne de l'eau au moulin à une logique nationaliste qui continue à exister de manière importante autour de ces questions et qui rend très compliqué le fait de travailler sur ces questions de discrimination raciale en France. Et enfin, ça entretient ce que Abdelali Hadjat appelle une structure républicaine d'opposition, France contre les États-Unis. Hein. Nous, c'est la classe sociale, eux, c'est la race, hein, pour le dire comme ça. Ça entretient cette opposition, et du coup, ça permet effectivement quelque part, de noyer le poisson. Alors, excusez-moi pour les perturbations sonores. Première question, c'est, du point de vue de la recherche française, quelle est un peu l'avancée de ces questions-là? Alors, le premier élément, c'est que il existe des travaux avant le début des années 2000, mais c'est surtout à partir de 2005 qu'on va voir se développer un certain nombre de travaux sur les questions de discrimination raciale. Et 2005, c'est à la fois une découverte tardive et paradoxale. Alors, je vous ai mis deux exemples de citations de chercheurs. La première est de Robert Castel, qui, en accompagnement de son petit opuscule sur les discriminations, dans un article de la revue Information sociale, il faudra que je vérifie ma référence, nous dit « J'ai regretté d'avoir auparavant beaucoup étudié le travail, mais d'avoir sous-estimé la question de l'immigration et de la discrimination ethnique. » Découverte rétrospective, c'est-à-dire qu'il y a dans cette affaire, hein, dans ces questions de rapport de pouvoir au travail et de rapport au travail, il y a quelque part caché, y compris en France, la question de la discrimination ethnique. François Dubay nous dit, dans la réédition de son ouvrage Les jeunes, la galère, hein, Jeunesse en survie, donc la réédition en 2008, il revient de façon rétrospective, y compris sur son propre prisme, dans la manière de saisir les enjeux, et quand bien même il avait travaillé dans les banlieues, pour le dire comme ça, auprès de jeunes dans les années 90, hein, il nous dit rétrospectivement qu'il a fallu une bonne dose d'aveuglement pour ne pas voir cette inflexion et continuer à affirmer que la France républicaine ne pourrait rien connaître qui rappelle les émeutes des quartiers noirs américains et que tout n'était qu'une affaire de chômage et de niveau de vie. Alors, il le dit de façon générale, mais il faut l'entendre aussi comme une réflexivité sur son propre travail. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que la référence est états-unienne, vous voyez bien.
C'est-à-dire, encore une fois, malgré tout, malgré cette réflexivité, ça ne peut qu'être américain, d'une certaine manière, la référence proprement dite à l'existence d'un problème. C'est-à-dire, si on a quelque chose en France, ce sera lu d'une certaine manière à travers une symétrie ou une circulation ou une équivalence de forme avec ce qui pourrait être, par exemple, les émeutes des quartiers noirs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est parce que, probablement, c'est parce que il y a ce regard-là sur les émeutes et sur le fait que ce phénomène qu'on ne pensait pas pouvoir émerger en France arrive dans l'imaginaire politique et scientifique français, il arrive en 2005. C'est pour ça que 2005 représente, si vous voulez, les émeutes de 2005 en France, ou les révoltes postcoloniales, diraient d'autres. C'est pour ça que ce moment-là représente une espèce de point de bascule à partir duquel il va devenir possible, voilà, d'étudier la question des discriminations raciales. Alors, ça me paraît très important parce que ça ne veut pas dire que c'est à partir de là en même temps que les études existent. Mais d'une certaine manière, la légitimité du travail sur ces questions, l'évidence, pour le dire comme ça, de la possibilité de travailler ces questions, devient relativement acquise, avec pour effet, parfois, d'effacer les travaux antérieurs. Alors, c'est relativement paradoxal, dans le sens, d'une part, où, politiquement, et ça renvoie à ce que Laure Bérény disait, même si on ne s'est pas attardé sur la chronologie, 2005, c'est le moment où, en France, on passe au discours de la diversité. Enfin, on est passé, déjà depuis 2 ans, de 2003-2004, on est passé au discours de la diversité. Donc, dans le discours des politiques nationales et des pouvoirs publics, on a effacé le thème de la discrimination, au profit plutôt d'un discours sur la reconnaissance de la diversité. Donc, paradoxal, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la reconnaissance dans le champ scientifique arrive alors qu'on est passé à autre chose sur l'espace politique. Le deuxième élément relativement paradoxal, c'est que si on écoute les arguments des personnes concernées par ces révoltes urbaines, contrairement à d'autres épisodes de révolte, ce n'est pas nécessairement la discrimination raciale en tant que telle qui est l'argument le plus visible, le plus audible. C'est en particulier la question de la police et de l'effet de la police sur les corps. Ce serait le Black Lives Matter, si vous voulez, français de 2005, d'une certaine manière. On avait, par exemple, des collectifs de maires qui se sont mobilisés pour dénoncer la manière dont la police portait atteinte à la vie et au corps de leurs enfants. D'accord ? Donc on avait, si vous voulez, un cadrage du problème qui n'était pas nécessairement celui de la discrimination raciale ou qui accueillait la discrimination raciale, mais sans en faire nécessairement le point de cristallisation majeur à ce moment-là. Donc là aussi, paradoxe, c'est-à-dire la réponse d'une certaine manière de l'espace académique est un peu et à contre-temps et un peu en décalage en termes de cadrage vis-à-vis de la manière dont les choses sont posées par les personnes elles-mêmes. Alors, ça renvoie, pour le coup, à ce que je disais tout à l'heure, et je ne vais pas y revenir, au fait que la question raciale, si on peut appeler ça les choses ainsi, enfin, appeler ça ainsi, est barrée par l'imaginaire national et avec l'idée qu'en France, on est aveugle à la race, donc à partir du moment où on est aveugle, les choses ne peuvent pas être posées dans ces termes-là. Dans le même temps, il y a un deuxième élément, c'est-à-dire que dans discrimination raciale, il y a raciale, mais il y a aussi discrimination. Et c'est l'autre phase du problème, c'est la difficulté de reconnaissance du concept de discrimination. À partir de 2005, je disais, on va voir se développer un certain nombre d'écrits et de travaux sur les questions de discrimination. On va voir des auteurs qui ne s'en étaient pas préoccupés commencer à s'en occuper, mais avec un certain nombre de malentendus qui persistent. Exemple, le sociologue Marco Oberti, qui a travaillé sur les questions de ségrégation scolaire et urbaine, dans son ouvrage qui est fameux, qui s'appelle « L'école dans la ville » en 2007, nous dit, à la page 254, je le cite, « La grille de lecture fondée sur les inégalités consiste à voir ces positions inégales comme le résultat de processus objectifs non intentionnels. C'est donc le caractère délibéré et perçu comme tel qui permet de parler de discrimination. » Donc il nous dit, discrimination, c'est délibéré et perçu comme tel, alors qu'inégalité sociale, c'est processus objectif non intentionnel.
Même chose chez un autre sociologue qui travaille sur l'école, Choukri Ben Ayed, qui travaille sur la ségrégation scolaire, lui aussi, ou la question de la mixité à l'école, qui nous dit que la discrimination, c'est, je le cite, la séparation volontaire d'un groupe de personnes. Il me semble là, si vous voulez, qu'il y a un malentendu sérieux, c'est-à-dire qu'on pense que on dit dans ces écrits-là que la discrimination relève de quelque chose de volontaire, d'intentionnel, alors que les inégalités sociales, c'est plutôt systémique pour aller vite. D'accord ? Et c'est là que je dis, en fait, au moment où ces sociologues écrivent, on a déjà, malgré tout, un certain nombre de travaux sur les discriminations, qui défendent déjà une lecture systémique de la discrimination, qui montre que l'intentionnalité, non seulement n'a pas grand intérêt, en fait, comme manière de penser les processus, ni en sociologie, ni dans le droit, d'ailleurs. Hein. Et on a, à ce moment-là, des sociologues qui découvrent la question de la discrimination et qui cantonnent, si vous voulez, cette question à un problème d'intentionnalité. Donc là, on a un malentendu, et qui n'est pas qu'un malentendu dans l'espace public et au niveau du discours des pouvoirs publics. On en verra des traces dans les pouvoirs publics, mais on a un malentendu dans le champ académique lui-même. Et ce malentendu, il a à voir, probablement, ça mériterait d'être creusé, je vous livre un certain nombre de choses à titre d'hypothèse, hein, de travail et de discussion, probablement qu'il y a à voir avec dans cette affaire avec l'importance, pour un certain nombre de collègues chercheurs, de conserver la primauté des questions d'inégalité sociale, en redéfinissant, du coup, la question de la discrimination comme périphérique et marginale, une place plus mineure, hein, une place plus particulière, en tout cas, par rapport à la question des inégalités sociales. Alors, deuxième dimension, si vous voulez, autre dimension dans cette affaire, c'est que quand on parle de discrimination, on a surtout un tropisme pour la question de l'action publique. C'est-à-dire on n'est pas tellement dans la question de comment fonctionne la discrimination, mais on est très largement dans la question de que fait l'État sur la discrimination, ou que font les pouvoirs publics sur la discrimination. Je vais prendre à titre d'hypothèse une rapide recherche sur la base de données Kern, qui est une base de données en sciences sociales, enfin notamment en sciences sociales, qui rassemble un peu les travaux académiques. Si on fait, je l'ai fait la semaine dernière, une recherche sur cette base de données en prenant le mot discrimination dans le résumé des travaux, on voit apparaître 1086 résultats, donc 1086 articles ou chapitres d'ouvrages, etc., qui comprennent dans le résumé le terme discrimination. Parmi eux, combien comprennent discrimination raciale ou ethnique ou ethno-raciale? Sur 1086, 48 résultats, soit moins de 5%. C'est un premier élément, si vous voulez, qui renvoie à la question précédente, c'est-à-dire, on voit que quand on dit discrimination, on tend plutôt à effacer la dimension raciale, ou en tout cas à ne pas la spécifier, et de fait, la majeure partie des travaux qui sont sous l'étiquette discrimination vont porter, par exemple, plus sur les questions de genre. Alors Kern, c'est compliqué la question de la périodisation parce qu'on a des travaux qui sont rétrospectivement scannés ou mis dans la base de données au fur et à mesure que les revues s'abonnent ou rentrent, si vous voulez, dans la base de données Kern. La périodisation, c'est grosso modo depuis 2005, dans les textes qui apparaissent. Mais c'est compliqué ces histoires de périodisation parce que c'est pas un outil fiable. Ce que je vous dis là, c'est à titre d'hypothèse en disant voilà, dans cette base de données là, il y aurait un travail évidemment systématique à faire du côté des bases de données, du côté de la bibliographie. Mais c'est pour indiquer que là, on a des traces de choses qui font problème ou qui posent question à mon avis. Donc 48 résultats sur moins de 5% qui portent sur la discrimination raciale ou ethnique ou ethno-raciale. Voilà. Si on descend un peu dans le détail, c'est-à-dire de quoi parlent ces différents articles, sur les 48 résultats donc, qui comprennent la discrimination raciale, on a 17 textes, c'est-à-dire plus d'un tiers, qui concernent d'autres pays que la France. L'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Donc, je veux dire, vous retranchez déjà sur les 48, il vous en reste à peu près plus que 30. Sur les 30 articles, combien portent sur l'action et le droit antidiscriminatoire? 16, la moitié.
L'action, donc c'est là qu'on retrouve un tropisme pour l'action publique. Quand on est dans le discours sur les discriminations raciales en France, on parle pour plus de la moitié, 16 sur 30, on parle d'action publique. On ne parle pas de la façon dont fonctionne le problème des discriminations. On est déjà dans l'action, et je vais y revenir tout à l'heure, en fait on est dans une action publique sans avoir constitué le problème public. 16 articles qui portent sur action et droits antidiscriminatoires, 4 qui portent sur les enjeux théoriques et méthodologiques, incluant les débats sur la statistique publique. Et il reste donc 11 articles qui évoquent le processus ou le vécu de discrimination raciale. Mais sur ces 11 articles, la plupart sont sur l'expérience en général. Ça va être des articles sur le sens des révoltes urbaines, par exemple, en disant comment le sentiment ou l'expérience de discrimination a une place, influe sur la participation aux révoltes urbaines. Ça parle de l'expérience en général des discriminations dans le marché du travail. Donc si on resserre la focale et qu'on se pose la question de se dire combien d'articles sur les 1086 qui parlent de discrimination, combien d'articles parlent de la discrimination, du processus discriminatoire dans les institutions publiques en France, eh bien il y en a 3. Dont l'un dont je suis les co-auteurs. Voilà. C'est pour dire que je suis impliqué aussi dans cette affaire, d'accord, hein. C'est-à-dire le prisme que je vous propose, la réflexion que je vous propose, elle est liée, pour le coup, à quelque chose que je peux constater, lié à ma propre expérience dans cette affaire. Alors les deux autres, c'est un collègue, Olivier Noël, qui est un ancien collègue d'une des coopératives de recherche dans lesquelles j'ai travaillé, l'ISCRA. Voilà, donc on va si vous voulez, on peut continuer. Voilà. La question n'est pas individuelle, elle est pour le coup, vous voyez bien, de l'ordre massif. Hein, elle est massive relativement à cette question-là. Voilà. Alors, on a des grandes enquêtes statistiques sur l'expérience des discriminations, et notamment du point de vue de l'expérience des publics et des institutions. C'est-à-dire comment les élèves, si je prends l'exemple de l'école, comment les élèves estiment avoir vécu des discriminations à l'école. Alors, on a là, pour le coup, depuis les années 2010, grosso modo, hein, des travaux absolument extraordinaires de ce point de vue-là. La critique que je pourrais faire du point de vue d'une lecture systémique, c'est qu'on met l'accent sur les institutions publiques comme service au public. Et du coup, ça laisse dans l'ombre la question de se dire, mais ces services publics, c'est aussi des espaces de travail pour les professionnels. Et du coup, on a une segmentation dans la représentation du problème, où on traite des discriminations seulement comme une discrimination dans le lien entre des institutions et leur public, et comme si la question de discrimination vécue par les agents au travail était sans lien avec cette première phase-là. Non seulement elle est sans lien, c'est-à-dire qu'on a des travaux qui sont relativement séparés la plupart du temps, dans ces enquêtes statistiques, pour une raison de cadrage évidente de ces enquêtes, donc non seulement c'est séparé, mais l'accent est surtout mis dans l'expérience que l'on a des institutions en tant que public et pas en tant que travailleur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'enquêtes qui portent sur la question des personnels et de la question du racisme au travail ou des discriminations au travail. Alors, c'est sur cette base-là que certaines enquêtes, néanmoins, sont allées voir. On a par exemple une enquête qui a été menée par Mireille Eberhardt et Patrick Simon au niveau de la ville de Paris, qui est pour le coup sur l'expérience des discriminations au travail, et qui montre des choses assez intéressantes pour notre affaire, c'est-à-dire d'une part, qui montre que sur le seul motif de la couleur de peau, on a plus de 10% des salariés qui estiment avoir été discriminés, mais que si on se penche sur les salariés qu'on peut catégoriser comme immigrés d'Afrique ou de pays d'Afrique ou du Maghreb, ça représente quasiment 25%. Et que si on s'intéresse à la catégorie des natifs d'outre-mer, c'est plus de 35%. Donc, plus de 35% des salariés de la ville de Paris enquêtés qui sont natifs d'outre-mer estiment avoir subi de la discrimination dans leur carrière au sein de la ville de Paris. D'autres éléments importants, pour souligner la dimension massive de cette affaire. Autre élément important, si vous voulez, qui me semble, pour le coup, montrer comment la statistique publique nous permet de commencer à comprendre comment fonctionnent ces processus-là,
c'est que cette enquête sur la ville de Paris contredit des enquêtes des données observées à l'échelle globale dans l'enquête trajectoire et origine. C'est de montrer que pour ce qui concerne la ville de Paris, en tout cas les salariés de la ville de Paris, il n'y a pas de lien avec le diplôme, ou très peu de lien avec le diplôme et avec la position statutaire. C'est-à-dire que le statut que vous occupez, si vous voulez, dans la hiérarchie du travail, ou le niveau de diplôme que vous avez au travail, a peu d'incidence sur la déclaration de discrimination. Pour le dire autrement, la discrimination, ça n'est pas qu'une affaire ni de subalterne, ou au contraire, qu'une affaire de diplômé. L'enquête trajectoire et origine avait mis l'accent, et conduit à mettre l'accent sur l'expérience des diplômés. C'est-à-dire combien les diplômés déclarent plus de discrimination, si vous voulez, que ceux qui ne sont pas diplômés. Et là, c'est probablement qu'on voit derrière apparaître quelque chose qui est lié à l'articulation entre la question de la classe sociale, ou de la positionnement dans la classe sociale, et le positionnement dans la hiérarchie raciale. C'est que, oui, quand vous êtes diplômé, vous pouvez vous dire « je suis plutôt du côté des dominants dans l'espace de la classe sociale », j'ai la possibilité d'accéder à des statuts de cadre, etc. De ce fait-là, la question raciale devient plus visible parce qu'elle n'est pas explicable par autre chose. Mais ça ne doit pas cacher le fait que la discrimination raciale existe probablement tout autant dans l'expérience que peuvent en avoir les personnes. Simplement, elle n'est pas nécessairement, si vous voulez, étiquetée de cette manière ou perçue de cette manière-là, selon le type de situation. En tout cas, quand on est à l'intérieur, effectivement, de la ville de Paris, dans l'expérience salariale, on se rend compte que, pour le coup, toutes les catégories, quel que soit le statut et le diplôme, sont confrontées à peu près dans la même proportion. Voilà. Deuxième élément que je soulignerai dans cette enquête qui me paraît intéressante, parce qu'elle commence à montrer la manière dont fonctionnent ces processus-là, c'est la question de la fréquence. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si les personnes dans leur carrière ont le sentiment d'avoir au moins une fois été discriminées. C'est est-ce que ça leur arrive souvent d'être confrontés à des expériences de ce type-là. Et dans cette enquête à la ville de Paris, autour d'un sixième, 1 sur 6 personnes immigrées d'Afrique ou du Maghreb ou natifs d'outre-mer a déclaré être souvent exposées à la discrimination. Et donc là, on a un élément, si vous voulez, qui est extrêmement important dans cette affaire et qui tend à être effacé par un discours public qui met en avant simplement des proportions de gens déclarant des discriminations. C'est que la discrimination, elle fonctionne par une répétition, très largement, dans les trajectoires des personnes. Et que du coup, ce qui nous aiderait, si vous voulez, à penser la façon dont la discrimination fonctionne dans un espace de travail, c'est plutôt des catégories qu'on va avoir dans le champ de la recherche sur le racisme, de ce qu'on appelle le racisme quotidien. Et on pense par exemple à Philomena Essed, le racisme quotidien qui met l'accent sur le fait que dans la réalité quotidienne du travail, les micro-interactions, donc des petites situations qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, qui ne sont pas nécessairement avec une volonté de blesser l'autre, ont des effets de blessure raciale. C'est-à-dire que ce petit quotidien répété entretient des catégories, catégorise les gens et entretient une espèce de mise à part des personnes. Et que l'expérience de la discrimination au travail, elle est très largement celle-ci. Et ce n'est pas que au travail, parce que si, une fois qu'on a vu ça, si vous voulez, dans l'espace du travail, on revient dans le rapport des personnes aux institutions, on va se rendre compte qu'on observe des mêmes mécanismes de répétition à l'intérieur d'un même espace public, et surtout quand on multiplie en fait, le contact avec différentes institutions publiques. Alors, je voulais vous passer rapidement, simplement pour dire, voilà, 2005, on a une espèce de démarrage, de montée en charge, pour le dire comme ça, démarrage officiel, mais on va voir que selon le domaine ou le secteur d'activité dans lequel on a une histoire qui peut être plus ancienne des travaux. Là, on a vraiment, pour le coup, des lectures à faire secteur par secteur, ou domaine de recherche par domaine de recherche. Je ne vais pas prendre dans le détail, si vous voulez. Je vous montre les deux diapos et je vais revenir rapidement sur la première. Voilà, dans l'école, dans l'armée, dans l'enseignement supérieur à la recherche, sur l'accès aux emplois publics,
voilà, vous donner une illustration. Alors, je fais qu'avec les limites de ma propre connaissance de ces travaux-là, voilà, et puis en lisant les uns, en regardant la bibliographie qui renvoie les uns aux autres, d'accord, donc il y a sans doute des travaux que j'ai oubliés ou que je ne connais pas, hein, mais ça peut nous donner une illustration de la manière dont fonctionnent les choses. Ce que je voudrais souligner à travers ces exemples-là, et si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer la bibliographie, hein, d'accord, sur quoi je m'appuie dans cette affaire-là. Je voudrais souligner deux choses. La première, c'est sur la dynamique de ces travaux-là. On voit, et l'exemple dans l'école de Jean-Pierre Zirotti en 1978 en est une illustration, on a de très rares travaux pionniers dans les années 80. Dans le champ du logement, on a les travaux de Véronique de Ruder dans les années 80, qui est plutôt sous l'étiquette du racisme en général que sur la discrimination raciale, elle y viendra un peu plus tard, mais qui en fait porte notamment sur la question de la discrimination raciale dans le logement. Donc on a un certain nombre de travaux tout à fait pionniers dans de rares champs, pour ce que j'en ai repéré en tout cas dans le contexte français. On a dans le domaine de la police les travaux tout à fait pionniers de René Lévy, au milieu des années 80 et 87. Voilà. Et vous voyez que après cela, on a une espèce de parenthèse entre les années 70-80 et puis quelque part, il faut attendre quasiment une dizaine d'années, c'est-à-dire plutôt la deuxième partie des années 90, pour voir émerger un certain nombre de travaux autour de ces questions-là. Et là, on va avoir, dans la plupart des champs, un certain nombre de travaux qui datent des années, grosso modo, entre 1995 et 2005. Et puis, on va voir surtout après 2005 gonfler le nombre de travaux. Donc on a en fait trois temps, si vous voulez, d'inscription un petit peu de cette question-là. Et ce que je voudrais, la question que je voudrais poser, c'est que on a un gonflement, donc on a une extension à la fois dans divers champs et une augmentation du nombre de travaux. Je ne suis pas sûr, mais il faudrait aller plus loin, que cela se traduise par une augmentation réelle de la connaissance. Parce que les travaux pionniers que nous avons dans les années 70, 80, alors ils sont anciens et il faudrait les actualiser, mais ce sont des travaux qui, y compris pour pouvoir justifier de traiter ces questions-là, ont dû montrer comment la discrimination raciale prend place dans les mécanismes concrets du fonctionnement du logement, de fonctionnement de l'école, de fonctionnement de la police, etc. Pour rendre légitime l'idée même de discrimination raciale, ces travaux reposent sur une analyse du fonctionnement des institutions. C'est beaucoup moins le cas, de mon point de vue, des travaux postérieurs, qui peuvent avoir finalement souvent des regards plus resserrés sur le côté, et il y aurait un bilan à faire pour le coup de cette connaissance accumulée, en se disant est-ce que la connaissance accumulée est une augmentation de la connaissance ou pas dans la temporalité. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que vous le voyez, peut-être on le voit sur l'administration des finances, on a des travaux qui sont orphelins. Alors pourquoi l'administration des finances? C'est parce qu'il y a eu, au moment où les pouvoirs publics en France ont reconnu officiellement l'existence de discrimination, il y a eu un travail, une commande, un lien avec un syndicat des finances qui a sollicité une équipe de chercheurs, notamment de l'URMIS et de l'ISRS, voilà, qui a généré un certain nombre d'écrits autour de ça, mais qui sont restés orphelins, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, on n'a pas, depuis ces travaux-là, autre chose. Donc on a un problème, si vous voulez, si on fait le bilan global, on a une interrogation, se dire augmentation des travaux dans tous les domaines, quid de l'augmentation réelle de la connaissance. Deuxième chose, on a des travaux relativement anciens qui ne sont pas actualisés. Typiquement, la question de Jean-Pierre Zirotti dans les années 78 portait sur l'orientation, mais le système d'orientation scolaire a beaucoup changé entre 1978 et aujourd'hui. Mais on ne dispose pas du même type de travail qui est fait. D'autres travaux qui, pour le coup, disent autre chose et qui ne nous permettent pas vraiment de comparer en se disant est-ce qu'on a un processus qui a continué ou pas. Alors, voilà, ce que je voulais, de façon un petit peu transversale, on a parlé de la temporalité, on a parlé des secteurs,
différemment occupés. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'effectivement, là où on dispose probablement du moins de travail, c'est sur les secteurs régaliens, typiquement ce qui a trait à l'argent, aux finances, on l'a vu, à la question de l'armée, de la police, etc. Mais également le secteur éducatif. On voit par exemple que ce qui concerne l'enseignement supérieur, avant 2005, on n'a rien. Aucun travaux, à ma connaissance, en France avant 2005. Je vais en profiter pour vous dire que, mais je n'aurai pas le temps que c'est aussi sur la base de ce constat qu'on a lancé il y a 4 ans maintenant une enquête Acadiscrit sur l'expérience des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà, pour essayer de dire, il faut qu'on aille voir du côté de ces questions-là, de ce domaine-là qui est trop peu exploré. Je voulais souligner à travers les différents travaux que je vous ai présentés le rôle de ce que j'appellerais des arènes de publication hybrides. Alors, par arène de publication hybride, j'entends des revues en particulier qui sont positionnées dans le champ académique et en même temps dans le champ politique, parce qu'elles émanent d'associations qui sont porteuses de ces questions ou d'institutions publiques. Je pense à 3 exemples. C'est la revue Migration Société qui est portée par le CIEMI. C'est la revue Hommes et Migrations, qui est portée aujourd'hui par le palais de la Porte Dorée et le musée de l'immigration, merci. Et la revue Migrants Formation, qui est devenue Vie, l'école, l'intégration et aujourd'hui Diversité, qui était portée par le ministère de l'Éducation nationale ou par le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP, du ministère. Voilà. Ces 3 revues-là, sur l'ensemble des travaux que je vous ai cités, par rapport à ces différents secteurs, ces 3 revues-là représentent 1/7 de la bibliographie. C'est énorme. Faudrait que je regarde mes notes, je l'ai pas là. Sur les plusieurs centaines de travaux que je vous ai cités là, 1/7 sur ces 3 revues qui ont la particularité d'être des revues hybrides, d'accord ? Pas des revues strictement académiques. Et pour moi, ça témoigne d'un élément tout à fait important, c'est-à-dire que cette question, elle est encore dans une légitimité relative dans l'espace académique en tant que tel, et qui fait qu'on l'observe bien si on prend les noms, par exemple, des chercheurs qui publient. Certains vont publier sur la discrimination dans ces revues-là, mais ne le feront pas dans d'autres revues plus centrales dans l'espace académique. Donc on a des revues qui, parce que c'est des arènes hybrides, légitimes, autorisent à catégoriser ou à cadrer les choses en termes de discrimination, là où des chercheurs peut-être se sentent moins autorisés, légitimes, à le faire dans d'autres espaces, dans d'autres revues. Voilà. Voilà. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus, excusez-moi. Je voudrais terminer par cet élément-là, voilà, pour dire que si maintenant on se déplace du côté un peu des pouvoirs publics, des politiques publiques, qui est l'autre face de la question de la reconnaissance de cette question, qui est une grande consommatrice de statistiques pour mesurer s'il y a ou pas des discriminations, on a dans le même temps tout un travail, si vous voulez, qu'on pourrait dire, que j'ai appelé parfois de pompe funèbre, hein, c'est-à-dire un travail d'enterrement, au fond de la question, enterrement général. Alors comment on s'y prend pour enterrer une question qu'on a en même temps reconnue officiellement depuis 1998 ? On s'y prend par un certain nombre d'opérations cognitives qui vont permettre de requalifier, disqualifier. On en a vu certaines dans l'exposé de Laure Bérény et qu'on pourrait exposer de cette manière-là. Et ces différentes opérations, on peut les voir aussi évoluer dans le temps. Hein. C'est-à-dire que, le premier élément qu'on observe, en 1998, l'État français reconnaît par la voix de Martine Aubry l'existence de discrimination raciale en France. Et Martine Aubry, au Conseil des ministres, engage l'ensemble des services publics à faire de la lutte contre les discriminations raciales une priorité politique. Dans le même temps, son collègue ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, lui, propose de recadrer les choses en termes d'accès à la citoyenneté. C'est-à-dire, même moment, même temporalité, 1998-99, on voit la lutte entre référentiel lutte contre les discriminations et citoyenneté. C'est ça que j'appelle l'opération de requalification, première stratégie. Deuxième stratégie, c'est la dilution. C'est qu'à partir du moment où on a reconnu les discriminations raciales, 1998, on va très rapidement, c'est-à-dire à partir de 1999 et 2000 surtout, se mettre à parler de toutes les discriminations. On ramène là-dedans tous les autres thèmes,
C'est comme la question de la diversité, c'est-à-dire on va chercher une boîte qui permet de mettre tous les critères à la fois. Et on s'appuie sur ça, sur un argument juridique, qui est de dire le droit, le droit, il concerne X catégories de discrimination. Donc on va traiter toutes les discriminations. Dans cette opération-là, on a un effet de dilution, parce que, pour avoir travaillé dans le ministère de l'Éducation nationale, je pourrais vous donner des exemples de discours du ministère. Hein, c'est de se dire, l'intérêt de cette dilution, c'est précisément de ne pas mettre l'accent sur la question raciale, qui est jugée trop sensible dans le rapport aux élèves. Donc ça permet d'amener un discours général sur les discriminations, sans avoir à travailler particulièrement la discrimination raciale. Troisième stratégie, c'est le cantonnement dans la politique de la ville. Ça apparaît à partir de toute fin des années 1999, surtout début des années 2000, au moment où la délégation interministérielle à la ville se saisit de l'injonction faite à tous les services publics de travailler sur la discrimination raciale et va lancer des expérimentations dans la politique de la ville. On va passer rapidement de l'expérimentation à la politique de la ville à un cantonnement de la question spécifiquement dans la politique de la ville. Et ça, c'est à partir de la loi de 2006 qui va créer, ou plutôt enterrer ce qui était le fonds d'action et de soutien à l'intégration et la lutte contre les discriminations et qui va devenir ACCE, Agence nationale pour la cohésion et l'égalité des chances. Ce changement institutionnel s'accompagne du fait que la discrimination, qui était centrale dans la définition de l'organisme précédemment, va devenir simplement cantonnée à la politique de la ville et va être traitée dans les annexes de la loi. Dernier point, je passe très rapidement pour m'arrêter là. Opération de diversion, je ne reviens pas sur la question de la diversité, c'est-à-dire comment finalement la focale sur la promotion de la diversité sert à éliminer la dimension, y compris vue comme négative, de la discrimination et de la lutte contre les discriminations. Opération liée à la subjectivisation, c'est-à-dire on va lancer un certain nombre d'enquêtes sur le sentiment de discrimination ou le ressenti de discrimination. Et ce ressenti, il va être traité comme si c'était un simple discours des personnes sur leur vécu. Si ce n'était pas un discours fondé en expérience, vous voyez ? Et donc, au fond, il va couper la déclaration de discrimination des personnes de ce qui fonde l'expérience, à proprement parler, pour ne traiter que le discours. Et ça va autoriser des discours, je pourrais vous en donner des exemples, y compris dans des travaux académiques, dans lesquels on va mettre en doute la réalité objective de la discrimination qui est derrière, pour ne retenir que le sentiment de la part des personnes. Et à partir de là, ça va permettre une disqualification des discours en disant les personnes se victimisent, voire sont paranoïaques, c'est-à-dire elles surinterprètent la réalité de la situation vécue. Et deux dernières stratégies, si vous voulez, pour déqualifier le problème public, ce que j'appellerais la fumigation, c'est-à-dire comment la question de on va générer un écran de fumée, comment la question de la discrimination raciale va être dissoute d'une certaine manière dans la question de la discrimination territoriale. Dernière chose, c'est la dérivation, c'est-à-dire que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir se mettre l'accent sur la question de l'action et la lutte contre les discriminations. Et on a des rapports récents sur l'armée, par exemple, et sur la police. On a, en 2009, les députés Bastien Lachaud et Christophe Lejeune qui produisent une, je cite, « évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces armées ». On évalue quelque chose sans jamais que le problème des discriminations ait été constitué dans l'espace de l'armée. Même chose concernant les forces de sécurité, avec le rapport qui vient de sortir en novembre 2002 de Christian Vigourou et Florian Roussel, qui nous parle de la lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité, sans que la question ait jamais été travaillée au sein des forces de sécurité, et notamment la police, la gendarmerie, etc. Donc on voit une opération, si vous voulez, qui met l'accent sur l'action pour, d'une certaine manière, mieux cacher le problème. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire, l'espèce de tabou qui cache la forêt. Et pourquoi le tabou ? Ça fait référence à une expérience que j'ai, un épisode. C'est que le seul moment dans ma vie de chercheur où j'ai été formellement censuré par le ministère de l'Éducation nationale autour d'une publication, où on m'a dit on ne publie pas le texte s'il reste écrit comme ça, ça portait non pas sur le fait que je dise qu'il y a des discriminations à l'école. C'était pas ça le tabou. Le tabou, c'était que je dise qu'il n'y avait pas de politique ministérielle de lutte contre les discriminations.
Ce qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il n'y a pas d'action publique. Le tabou, il porte sur l'action publique. Et donc on voit, si vous voulez, une espèce d'effet un petit peu en abîme comme ça. C'est-à-dire que ce tabou qui porte sur l'idée qu'il n'y aurait pas d'action publique sert lui-même à cacher le fait qu'on n'a pas reconnu le problème public.